Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de votre présence. Alors, l'objet de cette table ronde qui va terminer cet événement porte sur finalement la mise en pratique des obligations issues de l'IA Act, ou en tout cas des futures obligations, mais on s'y prépare dès aujourd'hui. Et la question que je vais vous poser à chacun d'entre vous sera la même, c'est concrètement, comment faites-vous pour vous y préparer en termes de ressources humaines, d'organisation, de moyens mis à disposition, d'audit, de rapport avec ses fournisseurs, avec ses partenaires industriels. J'imagine qu'il y a plein de sujets différents qui doivent naturellement intéresser toute la salle. Donc, on va peut-être commencer par vous, si vous le souhaitez. Je vais vous transmettre mon micro et nous vous écoutons. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je réponds à la question, bien volontiers. Déjà, ce qu'on peut noter au Crédit Agricole, c'est que la préparation n'a pas commencé en avril 2021. Effectivement, il y a eu ce projet de règlement qui a été publié. Si je replace finalement ça dans un contexte un peu plus long, je dirais que ça a commencé finalement dès qu'on a réfléchi sur ce qu'on voulait faire avec les données, donc plutôt dans le contexte justement du RGPD, et avec les technologies autour des données. Et dans ce cas-là, c'est posé la question de l'IA. Et on a trouvé deux éléments de réponse qui sont probablement beaucoup moins pointus et beaucoup moins affinés que ceux qu'on aura du fait de l'apparition du texte réglementaire, qui étaient, nous, il y a des usages qu'on veut faire, d'autres qu'on ne veut pas faire. Donc des usages plutôt résonnants avec notre raison d'être en tant que Crédit Agricole. Donc je ne pense pas que ce soit un hasard si on retrouve dans les usages qu'on a mis dans le domaine industriel et passé à l'échelle beaucoup d'assistance aux collaborateurs, beaucoup d'assistance aux clients, des améliorations et des fluidifications de parcours, et beaucoup moins par contre, voire pas, ou en tout cas j'en ai pas en tête, mais on est un grand groupe, de cas où il y a des décisions totalement automatisées et où il n'y a plus quelque part l'humain dans la boucle. Ça c'est le choix des cas d'usage et de ce qu'on veut faire avec l'IA, c'est très important. La thématique sous-jacente, c'est la maîtrise. Et on voit qu'il y a un point commun entre confiance, responsabilité et maîtrise, il faut savoir ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Le deuxième aspect, c'est comment est-ce qu'on souhaite le faire. À l'époque, la question qui se posait, c'était plutôt la question du choix et des mix technologiques. La réponse qu'on a donnée, même si elle n'est pas immuable et ça peut être évalué régulièrement, c'est de dire, pour être justement en maîtrise, on ne souhaite pas finalement aller vers des systèmes où on ne comprend pas, où c'est trop boîte noire. De facto, ça exclut un certain nombre de leaders commerciaux en matière d'IA. Je place ça dans le contexte de l'époque. Et donc on a plutôt une stratégie hybridée entre des choses qu'on fabrique en interne et des choses où on va aller chercher des pure players qui sont vraiment très bons sur leur domaine, mais avec de fortes exigences en termes de compréhension et d'explicabilité du produit qui nous est délivré. Et après, évidemment, on hybride, il peut y avoir de l'interne, de l'externe. Le choix souvent s'oriente sur des sujets, par exemple, quand c'est trop proche du cœur du réacteur, on n'imagine pas le faire faire par quelqu'un d'autre. Souvent, quand c'est proche du cœur réacteur, d'ailleurs, vous pourrez noter que c'est des questions que les régulateurs peuvent nous poser, en tout cas dans le domaine bancaire. Et donc, du coup, on voit bien que sur ces sujets-là, il faut être en maîtrise. Et après, plus spécifiquement sur la IACT, effectivement, en avril, on a commencé à réfléchir à ça. Deux réponses. Une première réponse qui est de niveau groupe. Donc, on va travailler sur des cadres normatifs, mais des cadres normatifs opérationnalisables. C'est-à-dire plutôt que d'avoir un catalogue à l'après traduit des exigences de la IACT, ce qu'on veut, c'est que chaque porteur de projet, chaque corps de métier qui va travailler sur une solution d'IA, que ce soit en fabrication ou en utilisation, sache ce qu'elle aura à faire et comment elle doit le faire pour s'inscrire dans ce que veut le Crédit Agricole. Deuxième réponse, et ça c'est plutôt au niveau de mes équipes, au niveau de la direction Data Group, on a une logique d'être quand même en avance de phase et en référence par rapport au groupe. Et donc là, on est parti sur des démarches, j'ai entendu le mot tout à l'heure, de certification et de labellisation. Voilà. Très bien, merci beaucoup. En effet, le secteur bancaire, c'est un secteur qui est, comme d'autres aussi, mais fortement régulé, avec aussi l'habitude de la régulation et de discuter avec un régulateur. Peut-être qu'on peut passer la parole alors à Monsieur Mathieu Olivier. J'ai du mal à vous reconnaître sur la photo. Puisque... Il y a 10 ans d'écart. Mais c'est bien vous, c'est bien vous. Que dirait la reconnaissance faciale?
Sur le sujet du coup de l'activité banque, j'imagine que vous avez des réflexions parallèles à mener. On a des réflexions parallèles et puis je vais aussi parler du groupe La Poste parce que donc la Banque Postale c'est l'une des branches du groupe La Poste et globalement il faut bien avoir en tête que le groupe La Poste c'est 250 000 collaborateurs, une présence dans 40 pays. Les sujets data ils sont cruciaux pour l'ensemble de nos activités. On a la banque, on a de l'assurance, on a de la distribution de courrier, de colis, on a des points de distribution avec l'ensemble des bureaux de poste que vous pouvez connaître et puis on a l'activité de DPD donc, qui est présente à l'international. Donc nous, quand on parle IA Act, on doit réfléchir dans l'ensemble de ce contexte-là. Donc effectivement, contexte bancaire, on est déjà très régulé, on a déjà pris en compte des éléments, il y a déjà des sujets sur tout ce qui est validation des modèles, je pense que ça vous parle également. On a déjà en place des processus qui existent pour valider les modèles qui vont toucher sur tout ce qui est risque de crédit, les risques financiers. Derrière, c'est comment est-ce qu'on prend ça en compte dans l'ensemble des autres activités. Et donc là, on a différents niveaux de réponse. On a un niveau de réponse qui est organisationnel, avec la mise en place de comités pour une IA de confiance, qui est un niveau groupe La Poste, qui va superviser l'ensemble des IA et des démarches qui sont en place au niveau du groupe La Poste, avec l'établissement d'une charte IA éthique qui doit être déclinée dans l'ensemble des branches, dans l'ensemble des métiers, avec un comité opérationnel de suivi qui a vocation à superviser l'ensemble des projets IA au niveau du groupe, avec une déclinaison dans l'ensemble des branches. Et puis également la mise en place de réellement opérationnels, de grilles d'analyse qui vont nous permettre de scorer l'ensemble des IA, toutes branches confondues, tout secteur d'activité confondu, pour s'assurer que les IA, elles respectent l'IA Act. Et donc là, on en est déjà à une phase de déploiement de ces grilles d'analyse qu'on a construit avec le France IA, avec le HLEG, avec des experts internationaux sur le sujet pour ne pas le faire tout seul. C'est l'important, c'est aussi de travailler en écosystème. Et puis on va également sur des sujets très opérationnels dans les projets, où on crée des briques d'explicabilité des algorithmes. Moi, dans mes équipes, j'ai une thésarde qui travaille sur les sujets d'IA éthique, d'IA de confiance. J'ai une thèse qui est ouverte aussi, j'en profite. Voilà. Je prends note pour mes étudiants. Voilà, aussi. Exactement. Sur ce sujet-là, on veut travailler sur des briques sur étagère pour travailler sur l'explicabilité des algorithmes, sur la lutte contre les biais. Monsieur qui parlait tout à l'heure, on a ce sujet-là sur la lutte contre la fraude, où on cherche à identifier des personnes où tout le processus KYC, ça doit vous parler également, est bon, mais c'est des fausses pièces d'identité et des vraies fausses pièces d'identité, donc des personnes qui vont s'ouvrir des comptes. Donc là, il faut qu'on soit compliant vis-à-vis du RGPD, qu'on assure aussi que l'algorithme, il n'est pas biaisé. Notamment, il y a beaucoup d'algorithmes sur étagère qui ont des données d'apprentissage qui sont biaisées, donc ça fait qu'elles sont biaisées. Donc comment est-ce qu'on prend tout ça en compte? Voilà. Passionnant, merci beaucoup. On passe la parole à Monsieur Philippe Toublanc, si ça vous va, pour Colas. Alors, on a le BO5 que je suis a moins d'idées sur ce que vous pouvez nous dire pour votre entreprise, donc on est ravis de vous écouter. Colas, entreprise de construction de route, pour faire rapide. On a lancé un programme de data et d'IA il y a 4 ans, et avec la certitude que dans le domaine de la construction, comme dans les autres secteurs, l'IA allait arriver et être un game changer sur nos activités. Et donc l'idée, c'était de maîtriser ces technos pour ne pas se faire des intermédiaires. Et donc on a lancé beaucoup de projets de R&D avec une équipe en croissance, des profils plutôt juniors et des externes. Et à un moment, quand on a vu l'IA Act arriver, on s'est dit il faut qu'on se pose et qu'on mette en place une méthodologie d'IA de confiance pour être prêt quand cet acte va être effectif. Et donc on s'est appuyé sur un cabinet qui est ici, là, actionnable, pour nous aider à basculer dans une méthodologie et qui nous permette de bien faire notre métier. Donc de structurer la gouvernance de nos data et de nos projets déjà, pour pouvoir mieux répondre aux exigences que va apporter l'IA Act. Et après, c'est aussi une chance pour nous, parce qu'avec des équipes qui sont en croissance, qui sont plutôt bougeantes sur les profils de data scientist et tout ça, ça nous permet d'aligner les pratiques et de garder un petit peu de stabilité dans la façon de faire nos projets et d'être un peu plus sécurisé sur l'année d'après ou sur la poursuite des projets. Et
l'autre avantage qu'on pense en tirer, c'est que c'est de la transparence envers nos clients. Donc nous, on est dans un marché plutôt B2B, mais pouvoir expliquer comment on va faire ces nouveaux services autour de l'intelligence artificielle, c'est important pour que nos clients soient réassurés qu'on ne fait pas n'importe quoi avec l'IA et qu'ils ne sont pas dans une espèce de boîte noire qui leur sort des devis ou des chiffres qui sont pas les bons, quoi. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Vous avez un micro. Madame Sirvan-Yen, chez Orange, aussi grand groupe international, comment s'y prend-on pour envisager, pour prévoir les futures obligations de l'IA Act? Alors déjà, effectivement, sur l'IA, il y a toute une stratégie qui a commencé depuis plusieurs années pour s'organiser, pour développer des cas d'usage d'IA à valeur. On a une stratégie autour de nos réseaux et développer les réseaux intelligents, autour de l'expérience client réinventée. Donc voilà, déjà développer l'IA, être capable de passer à l'échelle. Donc ça passe par le choix d'infrastructures avec le passage au cloud, la formation de nos collaborateurs aussi avec des nouvelles compétences à acquérir sur l'IA. Et une base aussi, c'est de faire ça de manière responsable et soutenable. Et donc c'est là que la préparation à l'IA Act arrive. Donc nous, on parle plutôt d'une approche éthique et responsable pour anticiper les futures réglementations. On a lancé toute une approche avec un comité éthique, avec des membres externes qui sont là pour challenger nos politiques, en fait, et nous aider à analyser nos cas d'usage concrets. Donc, qui nous ont aidés à créer une charte éthique qui vient d'être aussi validée par notre COMEX et qui va lancer tout un plan d'action interne pour la déployer. C'est pas que des engagements high level. Enfin, justement, on veut vraiment l'appliquer. Et on a créé aussi on a nommé en fait des référents éthiques dans nos différents pays ou business units du groupe qu'on forme à la réglementation qui arrive. Et c'est eux vraiment qui vont avoir le rôle de déployer au niveau local, dans leur contexte et dans leur pays, puisqu'on a aussi pas mal de pays africains. Donc on a 27 pays, notamment en Europe et en Afrique. Donc l'idée, c'est à la fois d'avoir un socle commun de formation, de méthodes, d'outils, par exemple pour l'explicabilité, la gestion des biais, et aussi une adaptation aux cas d'usage locaux. Donc chacun doit faire l'inventaire de ses cas, et évaluer ses risques, et puis prendre les décisions aussi au niveau local. Donc c'est tout ça qui se met en place. Après, juste sur la réglementation, nous on suit ça de près aussi les évolutions du texte. On sait que par exemple les infrastructures digitales ont été rajoutées dans la dernière version du texte de la République tchèque. Donc c'est aussi un sujet qu'on suit, et on a encore beaucoup de flou en fait. Quels sont les cas d'usage à risque qui nous concerneront vraiment? Donc ça c'est aussi un sujet voilà, d'actualité pour nous. Très bien, merci beaucoup. Y a-t-il des questions dans la salle à poser à nos intervenants? C'était pas forcément prévu des questions, on a un peu de temps, c'est pas obligatoire. Si on n'a pas, on peut s'en passer. Madame, vous avez une question? Allez-y. Allez-y. On a vraiment l'impression que l'approche que vous avez, elle est très holistique et qu'elle n'est pas centrée sur les Act et l'annexe 2 et l'annexe 3 qui prévoient les cas d'usage en fait. Donc peut-être vous avez des commentaires sur ce... J'imagine que je ne vais pas répondre à votre place naturellement, mais comme le texte n'est pas définitif, j'imagine que c'est difficile de se positionner par rapport à un texte qui est encore en construction et qui, par définition, personne ne sait précisément ce qu'il va avoir à l'arrivée, mais un mot? En fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que sur le domaine bancaire, même quand on a des textes de portée transverse comme ça, que ce soit le RGPD ou l'AI Act, il arrive quand même régulièrement que les régulateurs sectoriels aient des exigences qui soient plus élevées que le texte d'origine. Alors, je ne sais pas si c'est toujours écrit dans la dernière version de la République tchèque, mais à un moment donné, sur les usages à risque, alors je crois que c'est limité, ou en tout cas modéré, il est indiqué que les plus hautes exigences ne sont pas obligatoires, mais recommandées. Ça, interprété par un régulateur sectoriel, ça peut assez vite donner, c'est obligatoire comme le reste, quoi. Donc on a un petit peu d'habitude, parce que pour le RGPD, par exemple, si je regarde sur les cookies et traceurs, on a quand même eu une explication que finalement, ligne directrice, recommandation, conseil, exemple, tout ça c'est du pareil au même, il faut le faire. Donc nous, on part du principe qu'on se prépare finalement à être prêt, quelle que soit la nature des exigences qu'on vous demande. Donc on prend finalement le faisceau maximal d'exigences, et après, s'il faut effectivement ajuster en fonction des usages, de toute façon on sera prêt. Et on pourra se dire aussi que ça peut être évolutif. Très bien, merci beaucoup. Si vous voulez ajouter quelque chose, si vous le souhaitez. Moi, ce que je peux juste ajouter, c'est qu'on est en train de travailler sur des grilles d'évaluation des risques, justement pour aider les projets à évaluer leur niveau de risque et du coup les contraintes en termes de documentation, pour aller plus loin dans l'étude des biais, etc., pour justement adapter
des contraintes, enfin, que ce soit soutenable aussi pour nos collaborateurs, en fait, tout simplement. J'ai complété, effectivement, c'est une approche holistique dans le sens où quand je prends le groupe La Poste, vous allez avoir des cas d'usage dans le domaine bancaire où on a une réglementation bancaire qui nous impose de scorer au quotidien l'ensemble de nos clients sur leur profil de risque AOSI pour être capable de déclencher des mesures dans la lutte contre le financement du terrorisme, où on va avoir un sujet potentiellement de hiérarchie des normes avec l'IA Act. Est-ce que c'est un scoring social? Donc on peut avoir ça d'un côté. De l'autre côté, quand on prend le groupe La Poste, on a des véhicules qui passent tous les jours au même endroit et qui sont capables de prendre en photo l'état des routes. Donc ça, c'est une IA aussi qui est capable, et on commercialise cette offre-là aux collectivités locales pour monitorer l'état des routes, l'état des candélabres, et voilà. Donc on a des gammes d'IA très larges. Donc on est obligé d'y aller petit pas par petit pas, progressivement. Donc là, on a mis en place un comité pour une IA de confiance qui est réellement à haut niveau au sein de l'entreprise, avec une charte IA éthique qui a été également validé par le COMEX qui a un alignement de l'ensemble des chartes IA éthiques de l'ensemble des branches. On y va progressivement, on recense l'ensemble des cas d'usage sur l'IA pour être prêt dès le départ, j'ai envie de dire, pour pas être confronté c'est un RGPD bis, et au début le RGPD on regardait ça un peu comme une poule face à un couteau, donc là on a un peu l'habitude, donc on essaye d'anticiper pour réellement avoir le catalogue de toutes les IA qui existent au sein du groupe. Et je pense que c'est pareil pour mes camarades sur la table ronde, on veut se préparer et on y va progressivement en regardant les évolutions du texte et en essayant de se dire qui sera prêt au pire pourra s'adapter à un peu plus large. En effet, il y a une forme d'habitude qui se crée entre le RGPD, DMA, DSA, DGA. Finalement, c'est des textes qui sont finalement différents sur le fond, mais qui ont une forme finalement assez semblable, et j'imagine que vous capitalisez là-dessus. Exactement. Très bien, merci beaucoup. Une peut-être dernière question. Madame, si vous avez un micro, on va vous le transmettre. Oui, bonjour, merci beaucoup pour l'intervention. Je voulais savoir si vous prévoyez des changements de l'organisation des équipes, de management dans vos entreprises pour se préparer à l'arrivée de l'IA Act, comme on avait fait il y a quelques années pour le RGPD. Je peux imaginer des rapprochements des équipes data scientists avec les équipes juridiques, par exemple, ou juste l'approche de management. Je voulais savoir si vous prévoyez ce genre de changement. Je profite d'avoir le micro. Moi, je vais répondre pour La Poste. On a un objectif d'acculturer les 250 000 collaborateurs du groupe La Poste sur l'IA, avec différentes formations, y compris le top management, avec des temps dédiés, sacralisés sur le sujet, d'une demi-journée à une journée pour acculturer sur l'IA. On a également des réflexions pour qu'il y ait effectivement... Quand je parlais du comité pour une IA de confiance au sein du groupe La Poste, ça réunit des juristes, l'ensemble des CDO du groupe La Poste, des déontologues. Donc c'est réellement pour avoir une approche transverse du sujet. Oui, nous, chez Colas, on est effectivement aussi dans la même optique, c'est que on est en train de faire de l'acculturation sur l'intelligence artificielle au sein de l'ensemble des équipes, parce que c'est quelque chose qui n'est pas encore bien partagé. Il y a des choses qui sont encore bien floues pour la plupart de nos collaborateurs. Et pour répondre sur la partie changement d'équipe, on a des juristes qui sont spécialisés dans la data et qui vont donc se spécialiser aussi dans l'intelligence artificielle. Je pense pas qu'on ira jusqu'à les mettre dans les équipes de data scientists, mais il y a de la spécialisation sur la data et l'IA un peu partout dans tous les métiers maintenant. Oui, une forme de DPO élargie, j'imagine. Pour apporter une réponse directe sur la partie organisationnelle, au Crédit Agricole, en tout cas, la réponse ne peut pas être organisationnelle. En fait, on est un groupe qui est très décentralisé. La maxime, c'est uni et décentralisé. Donc, on ne va pas prescrire des organisations à nos entités. Par contre, la réponse, elle est dans la façon de travailler ensemble. Tout à l'heure, je citais que les cadres normatifs doivent être opérationnels pour tous les corps de métier. Il faut avoir une vision extensive des corps de métier. Donc, vous avez cité les juristes, je pense aux acheteurs aussi, bien sûr les data scientists, les experts IT, les architectes, etc. L'enjeu, finalement, c'est de modifier la façon dont toutes ces fonctions qui sont essentielles pour l'entreprise travaillent ensemble, plus que de savoir comment elles sont organisées. Est-ce qu'elles sont, par exemple, pour les data scientists rattachées au IT ou à un métier? Parce que de toute façon, dans un groupe comme le nôtre, à un instant T, vous avez à peu près tous les modèles d'organisation possibles.
Très bien, merci beaucoup. Écoutez, s'il n'y a plus de questions, je pense qu'on peut clore cette table ronde. Merci beaucoup.